Bonjour et bienvenue, merci d'avoir cliqué sur ce nouveau podcast qui s'appelle Comment tu lis. Ce podcast, c'est une idée que j'ai depuis environ 3 ans mais qui ne sort que maintenant. En tant qu'ancienne libraire et lectrice assidue, une de mes passions dans la vie, c'est de parler de livres et de lecture parce qu'on a tous des goûts et des habitudes de lecture différentes et que parfois discuter avec des gens ça peut être cool, ça peut nous apporter plein de choses. L'idée c'est de discuter avec des gens sympas de leurs habitudes de lecture et de ce que ça représente un peu pour eux dans leur quotidien. Merci à vous d'avoir cliqué sur ce premier épisode, j'espère qu'il vous plaira et que vous reviendrez pour les prochains. Ok, ça enregistre. Super. Bonjour Diane. Bonjour Marion. Ça va ? Oui, ça va très bien, merci. Merci d'être là et d'être mon cobaye pour cette nouvelle aventure de podcast. Avec grand plaisir. Ça me touche beaucoup que tu aies pensé à moi pour ce premier épisode. Du coup, Diane, on te connaît un petit peu déjà sur les réseaux sociaux et les ondes, puisque tu as fait partie pendant longtemps du Comics Discovery. Oui. De BD Discovery aussi, qu'on a fait ensemble. C'est un peu là qu'on s'est retrouvés. Oui, clairement, c'est là qu'on s'est dit, on parle pareil. Ouais. On se confondait mutuellement, on croyait, on confondait nos propres voix. C'est ça, et nous-mêmes, on se faisait avoir, et en fait, on s'est dit, vachement mieux de faire un podcast sans hommes, en fait. Parce que les hommes parlaient un peu fort, un peu beaucoup. Oui, et nous, on était là à attendre dans le coin en souriant. C'est ça. Du coup, voilà, moi j'ai eu une idée qui a mis longtemps à germer. Ça fait 4 ans que j'ai ce projet dans la tête et que je n'en fais rien. Et là, je me suis dit, allez, faisons-le. Qu'est-ce qui peut nous arriver au pire ? Oui, au pire, tu supprimes le fichier, quoi. C'est vraiment, ça. C'est pas grave. Et du coup, j'ai envie de parler aujourd'hui avec toi de ton rapport à la lecture parce que tu es libraire. Oui. Et comme on avait l'habitude de le dire dans les autres podcasts, tu es libraire dans la meilleure librairie de Montpellier. Mon Dieu, la pression. Easter Egg, du coup, la petite boutique des cultures geeks. Oui. Qui vend tout ce qu'on aime, de la fantasy, de la science-fiction, du beau livre, de l'illustration, plein de choses pour mettre en avant les créateurs, les artistes et le côté et la culture geek en général. Ouais, c'est ça. Tu vends trop bien cette librairie. Hein. J'essaye d'avoir des parts de la société. Des parts de la société, désespérément. Et donc aujourd'hui, puisque ce podcast s'appelle Comment tu lis, j'ai envie déjà de te demander est-ce que la lecture c'est quelque chose une activité que tu faisais déjà avant de devenir libraire ? Est-ce que c'est pour ça que tu as eu envie de devenir libraire ? Et quel était, dans un premier temps, quel était ton rapport à la lecture avant d'en faire ton métier ? Alors du coup, moi j'ai commencé à lire assez jeune. Vraiment, je pense à partir de mes 7-8 ans, j'ai commencé à lire des sagas, des choses comme ça. Enfin voilà, j'étais un peu la gamine qui lisait tout le temps, qui était un peu toujours dans son coin à lire. Après, il faut savoir que dans ma famille, on n'avait pas la télé, donc j'avais pas trop le choix aussi. Donc j'avais pas de console de jeu ou voilà, où on n'avait pas à l'époque en plus c'était pas trop la hype, mais on n'avait pas non plus des tonnes de jeux de société ou des choses comme ça. Donc finalement, comme je vivais à la campagne et voilà, j'avais des bouquins, en gros je lisais par défaut entre guillemets, mais c'était un plaisir clairement. J'adorais ça, je trouvais ça trop bien de pouvoir m'évader dans des univers. Enfin, vraiment le classique de la gamine qui se cache sous sa couette pour continuer de lire encore un chapitre. Avec une petite lumière et c'est ça c'était vraiment... Qu'on éteint dès qu'on entend maman passer dans le couloir. Exactement. Et en même temps, je pense que mes parents m'ont aussi un peu laissé faire parce que à l'époque, c'était pas non plus si horrible d'avoir son gamin qui lit, vaut mieux avoir ça qu'un gamin qui fait autre chose, quoi. Donc... j'étais assez tranquille quand même par rapport à tout ça. Dans les premiers souvenirs de lecture, clairement Harry Potter, moi ça a été très vraiment un truc qui a fait mon adolescence et mon enfance et tout ça. Ça l'est beaucoup moins maintenant, c'est pas grave. Oui, malheureusement. C'est dur aujourd'hui de dire, parce que moi j'ai eu un peu cette expérience aussi, où moi ce qui m'a fait tomber dans la lecture enfant
même si je lisais très peu parce que moi, pour le coup, j'ai grandi dans une maison où la télé était allumée en permanence. Ouais. Ma mère lisait pas du tout, etc. Et c'est vrai que Harry Potter, ça a été vraiment un peu le déclic, mais pour plein de gens... alors, on n'a pas exactement le même âge, mais pour notre génération, au global et en général, ça a été un truc hyper important qui nous a vachement façonné. Et aujourd'hui, ça fait mal de le dire presque. Ouais, c'est chaud. Et clairement, ouais, donc j'ai eu ça. Après, moi, du coup, ma famille, on est très littéraire. Ma grand-mère était prof de français. Ma mère, c'est quelqu'un qui lit tout le temps. Genre, vraiment, quand elle a plus de livres à lire, elle vient me voir en disant « Tia, tu peux me passer des livres, s'il te plaît ?» Comment ça, quand elle n'a plus de livres à lire? Comment c'est possible? C'est-à-dire que ma mère lit à une vitesse supersonique et que du coup, elle n'a plus rien. Elle arrive à bout de sa pile à lire, quoi. C'est terrible. Dans notre rêve à tous. Ouais, c'est un peu terrible. Elle me fait complexer un peu, mais bon, c'est pas grave. Et elle lit de tout, en plus. Donc, c'est-à-dire qu'elle va lire de la BD, du roman, des trucs réalistes, des trucs de fantasy, du polar. En fait, c'est un peu une espèce de machine à lire. Tu lui donnes un livre et elle va le lire. Voilà. Que ce soit nul ou pas. Et après, juste, quand c'est nul, elle se moque. Après, elle dit j'ai lu, c'était vraiment nul. Et voilà. Et franchement, c'est très, très sympa. Mais ouais, ma mère, elle a lu Tolkien. Enfin, je sais que c'est pas le podcast sur elle, mais elle a lu Tolkien, genre très, très jeune, à 13 ans, un truc comme ça. Après, elle a lu Zola. Enfin, insupportable. Voilà. Donc, j'avais des exemples un peu dans ma famille. J'ai aussi un gros attachement à Eragon. Parce que pareil, c'était à peu près les mêmes âges. J'ai lu cette saga, je l'ai bouffé. Je me souviens quand c'était quoi, le tome 3 qui était sorti, je l'ai vu au supermarché, j'étais là en mode il faut absolument que je l'achète. Donc j'avais vraiment supplié ma mère pour qu'elle me le prenne. Donc elle me l'a pris, c'était trop cool. Et j'étais vraiment trop contente de retomber dans cet univers-là. Et Eragon, pour le coup, on l'a lu aussi en famille, dans le sens où quand je terminais un livre, il y a mon père qui le lisait après, ma mère aussi. Donc ils ont aussi aimé un peu les mêmes sagas que moi et tout. Donc ça, c'est trop cool, ce truc de partage et d'échange, de lire les uns les autres ce que vous avez aimé pour... Et puis qui s'intéressait à moi, ce que je lisais, sans forcément m'imposer des trucs. Ça, c'était très très cool. Ma grand-mère était un peu plus dans ce truc de il faut que tu lises des choses mieux. Genre, Harry Potter, c'est bien, mais maintenant tu pourrais passer à autre chose. Ça, elle était un peu plus. Quand est-ce que tu lis Zola? Ouais, c'est ça. C'était clairement ça. Et pour le coup, j'ai jamais lu Zola. Voilà. Très bien. Ça, c'est dit. C'est mon coming out. Non, mais c'est cool. J'aime beaucoup ce truc de partage et tes parents qui s'intéressaient aussi à tes centres d'intérêt, à tes lectures, même si par eux-mêmes ils seraient pas forcément allés. Là où c'est vrai, où des fois on voit que ce soit dans la lecture ou même dans d'autres hobbies, par exemple le jeu vidéo, où t'as les parents qui comprennent pas et qui ne font pas l'effort et le pas de s'intéresser à ce qui fait vibrer leurs enfants. Ils sont juste dans la compréhension. Le rejet en fait, direct, sans même chercher à aller plus loin. Ils se disent mais ça les abrutit complètement, alors qu'en fait non, ils se sont bien rendus compte que justement avec Harry Potter, avec Eragon, etc., il y avait des choses à en retirer, qu'il y avait une petite morale, qu'il y avait c'était pas que des trucs abrutissants. Et c'est pareil pour les jeux vidéo d'ailleurs, puisque mon père et ma mère ne jouent pas eux-mêmes, mais mon père a un peu joué au tout début, voilà, mais pas plus. Mais ils s'intéressent, ils nous posent vraiment des questions quand on aime des jeux, et ils essayent de savoir pourquoi et comment. Ça a l'air sympa. Enfin voilà, ils sont pas dans c'est nul. Enfin voilà. Donc là-dessus, avec mon frère, on a beaucoup de chance, c'est clair. Ouais, non, c'est cool d'avoir eu l'encouragement, d'être encouragé de la part de vos parents c'est ça. À explorer, à lire des choses qui vous plaisaient sans vous mettre la pression de tu veux pas lire des vrais livres maintenant? Ouais, non, clairement. Après, du coup, ils étaient pas forcément à rechercher, par exemple, aller en dehors des cases. Par exemple, moi, j'ai pas lu de manga quand j'étais jeune. C'est vraiment le truc que j'ai découvert au collège, quand j'ai des potes qui m'ont parlé de manga, ou qu'on a découvert ça un peu avec les animés sur le tard. Donc, ça, par exemple, je suis passée à côté. Il y a plein de mangas que j'ai pas lus parce que je les ai pas eu pendant mon enfance. BD, j'en avais un petit peu, mais c'était un peu les gros classiques, les 13, les Aria, voilà, ça c'est des trucs un peu
un peu daté. Et j'ai aussi, quand j'étais assez jeune, ma mère m'emmenait à la médiathèque. Ok. Donc j'avais aussi un peu lu des trucs là-bas, mais voilà. Ok. Donc plutôt plaisir au début en tout cas. Au début en tout cas. Ah, ça nous tease un petit peu la suite de la conversation. Du coup, c'est par ce plaisir de lecture plus jeune que tu t'es dit est-ce que j'en ferais pas mon métier ? Eh ben non, figure-toi. Oh, incroyable. Retournement de situation. J'adore, dis-moi. Moi, j'adore dire la façon dont je suis tombée dans le monde du livre parce que c'est tellement improbable. Moi, à la base, je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie, mais clairement, j'étais pourrie en maths. J'étais éclatée donc pas médecine, ça c'était mort. Pas médecine, pas scientifique, voilà, il y avait plein de choses qui ne s'ouvraient pas à moi parce que j'y arrivais pas. J'étais excellente en français, enfin vraiment des fois je revois mes notes et je suis là waouh, quel cerveau. J'adore comment tu le dis, j'étais excellente en français. Mais c'est un peu, on dirait que je suis en mode la meuf se la pète et tout, mais j'ai quand même eu 19 au bac de français et j'avoue que c'est un peu la fierté de ma vie entière. C'est magnifique. J'ai eu 19 au bac d'anglais, mais clairement pas, je vais pas te donner... Parce que bravo pour le bac d'anglais. Enfin, je veux dire, moi j'ai pas eu 19 au bac d'anglais. Parce que j'ai été libraire aussi et moi clairement j'ai pas eu 19 en français au bac. C'est pas nécessaire d'avoir 19 en français pour devenir libraire. Non, j'étais excellente en français dans le sens où c'était vraiment une matière qui m'animait vraiment. Ouais. J'avais l'impression d'être un poisson dans l'eau en fait. En français, tout coulait de source. C'était vraiment voilà. C'était plus compliqué quand justement il y a eu les périodes de bac, etc., où il a fallu faire des commentaires composés, des choses très structurées. Moi, je suis pas du tout là-dedans. J'étais plus dans l'écriture d'invention, dans le plaisir des mots, etc. Donc j'écrivais beaucoup avec des amis. On faisait énormément de fanfiction aussi. Donc j'ai été un peu dans ces milieux-là. Ça a fait vraiment une grosse partie de mon adolescence, la fanfic. Et c'est là qu'on vient aux choses. C'est que en aimant la fanfic, j'en suis venue à bien aimer le boys love. Et dans le boys love, donc j'ai commencé à lire un peu des mangas, des choses comme ça, et donc du yaoi. Et il y a une série de mangas qui s'appelle Sekaiichi Atsukoi. Merci. Et Junjo Romantica, qui sont de la même autrice. Et en fait, c'est des yaoi qui se passent dans le milieu de l'édition au Japon. Incroyable. Voilà, avec des histoires d'amour débiles et vraiment pas du tout saines. Comme souvent les romances au Japon, peut-être. Les romances au Japon, mais le yaoi particulièrement, vraiment... Ouais, souvent c'est assez toxique. C'est vraiment pas bon du tout. C'est des clichés qui n'ont pas... c'est dramatique parce qu'il y a toujours un mec qui domine et un autre mec qui est dominé. Genre, ça ne change pas. Et ils ont aussi des designs très particuliers. Où tu reconnais les mecs qui dominent, les mecs qui... Voilà. Donc, c'est un peu des trucs comme ça. Et puis, il n'y a pas beaucoup de consentement, on va pas se mentir. Donc, voilà, c'était une époque. Mais potentiellement, quand t'as 14 ans, tu t'en rends pas compte. Je m'en rendais un petit peu compte, parce que je me souviens que j'étais retombée sur un vieil article de blog que j'écrivais, que j'avais écrit à l'époque, où je m'étais dit, où je disais, mais en fait, je préfère le bara, qui est du manga gay, écrit par les mecs gays. Donc en fait, je disais que c'était vachement mieux parce que justement il n'y avait pas ces clichés-là. En fait, t'avais d'autres clichés plutôt liés à la culture gay, mais du coup qui étaient moins gênants parce que plutôt réalistes en fait. Déjà les mecs qui étaient dessinés, c'était des vrais mecs quoi. C'était pas des trucs efféminés bizarres faits pour le plaisir féminin, enfin pour le regard féminin. Là c'était pour les mecs. Enfin ils s'embarrassaient pas du regard féminin pour le coup. Et je trouvais que c'était mieux. Mais j'en ai pas lu beaucoup ni rien. Mais à l'époque, déjà, j'avais une petite conscience de le yaoi, c'est pas ouf en termes de représentation. Mais toujours est-il que ce manga / animé m'a marqué parce que ça se passait dans le milieu de l'édition. Et je m'étais dit, waouh, mais c'est trop bien, c'est super intéressant tout ce qu'on peut faire dans le milieu d'édition. Enfin voilà, je sais pas, ça m'a intriguée. Je me suis posé la question de mais est-ce que je n'irais pas travailler dans le milieu du livre, dans le milieu de l'édition. Au début, j'étais partie sur le délire de être éditrice. Voilà. Et donc c'est là qu'après j'ai commencé à faire mes recherches et que je me suis dit franchement, il y a
il y a un IUT métier du livre. Alors, il y en a plusieurs. Il y en avait un à Aix, un à Bordeaux, etc. Et j'ai postulé, et puis on va voir ce que ça va donner, quoi. Ok. Voilà. Et du coup, t'es arrivé, c'est incroyable. J'adore cette histoire. T'es arrivé dans le monde du livre et à faire des études grâce à un boys love. Oui, je trouve ça merveilleux. C'est vraiment mon anecdote préférée. C'est génial parce que souvent, les gens qui font des études pour être libraire, qui veulent absolument être libraire, on a, en tout cas, c'est le cliché qu'on peut avoir aussi de, voilà, ils sont excellents en français. Pour le coup, dans leur temps libre, ils lisent Zola et Balzac. Ouais, c'est vrai. Et ils veulent être éditeurs pour bosser chez Gallimard. Ouais. Non, moi, je voulais juste être éditeur pour faire des histoires d'amour. Enfin, je veux dire, je voulais pas éditer des livres, je voulais juste draguer mes collègues. Tu voulais reproduire le manga. C'est ça. J'ai dit, il est vachement bien, ce manga. Il y a un truc... je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire dans le monde de l'édition. Mais non, mais après, c'est vrai que aussi ça se recoupait pas mal avec le fait que j'étais pas mal correctrice pour tout ce qui était fanfic, etc. Okay. Donc j'avais un peu cet attrait, comme justement j'aimais beaucoup le français, la langue et tout. Je me disais, franchement, corriger, lire, donner des retours à des gens, c'est ce que je faisais déjà, en fait. C'était des skills que tu avais déjà et que tu t'es dit, ça y est, c'est bon, ça, je sais faire. Ouais. Potentiellement, je peux en faire, je peux en faire quelque chose, quoi. Voilà. Et donc, du coup, dans cette IUT, qu'est-ce qui a fait que... Est-ce que ça a été un choix conscient de t'orienter plutôt vers la librairie ou Oui, ça a été un choix conscient. Alors, nous, du coup, donc moi j'étais à Aix, donc c'était il y a plus de 10 ans maintenant. Et en gros, on avait un cursus généraliste, c'est-à-dire qu'on étudiait les 3 métiers à la fois, donc édition, bibliothèque et librairie. Okay. Donc c'était intéressant parce que ça permettait d'avoir vraiment une vue d'ensemble de tout ce qu'on pouvait faire dans le milieu du livre, enfin une grosse partie de ce qu'on pouvait faire dans le milieu du livre. Et il faut savoir que donc on avait un premier stage en bibliothèque, un deuxième stage en édition, un deuxième stage en librairie, et le troisième stage pouvait être en édition si on avait envie, mais du coup finalement moi je l'ai fait en librairie. Okay. Et on avait le droit aussi de faire des salons du livre et tout ça. Okay. Et donc moi au début, donc j'étais en mode oui l'édition, voilà. Et les profs d'édition qu'on avait et les élèves qui étaient aussi en édition, en licence pro, du coup, qu'on pouvait croiser, tout ça, j'aimais pas la vibe, en fait. J'avais un peu un truc, je me suis dit, je suis pas sûre que ce soit ma place. Et ça s'est confirmé après sur le long terme, où je me suis dit, en fait, les éditeurs, c'est des requins. Ah. Je suis pas un requin. Ouais. non, toi t'es Nemo, t'es trop mignonne. Oui, voilà, c'est ça. Non, en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment un aspect très très commercial, très très réseauting, très machin. J'avais pas cette fibre-là. Ouais. Moi, j'étais vraiment faite pour limite. Je me faisais une idée d'un truc très un peu solitaire où tu corriges, tu lis les manuscrits, etc. Finalement, c'est beaucoup plus dans ce truc un peu commercial. Enfin voilà. Je me suis sentie moins attirée par le truc. Et puis après, je me disais bibliothécaire, pourquoi pas. Donc j'ai fait mon petit stage en bibliothèque. C'était sympa, mais ça va pas transcender. Ouais. Et après, on a fait un salon du livre à Moins-Sartoux. C'est un salon du livre jeunesse qui est hyper connu en fait. Très bien. Ouais, moi pareil, j'ai eu la même réaction, je savais même pas où c'était Moins-Sartoux, donc écoute, voilà. Et en fait, c'est un salon du livre qui est très chouette. Et j'ai rencontré d'ailleurs Christelle Dabos là-bas, cool. et tout, c'était trop cool. Et en fait, j'ai eu une espèce d'épiphanie où je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire, c'est vendre des livres à des gens et être en contact avec les gens. Et ouais, j'aimais trop l'effervescence du truc. Et après, ça s'est confirmé aussi dans les autres stages que j'ai fait en librairie. Parce qu'après, j'ai fait un deuxième stage en librairie à Anduze. Ok. Je sais pas si je drop des noms et tout, hein. Je sais pas si c'est ce qui se fait, mais enfin bon, écoutez, vous connaîtrez toute ma vie. Et après, stage qui s'était passé moyennement, parce qu'on s'entendait pas spécialement avec la gérante, mais j'aimais bien le truc. Tu t'es dit, bon, ce sera pas la librairie pour moi, celle-là spécifiquement. C'est ça. Mais c'est un milieu et... Ouais, c'est ça, j'avais envie de continuer là-dedans, et puis voilà, on a fait d'autres salons, le salon du livre à Paris aussi. Ok, cool. Ouais, en tant que vendeur, c'était incroyable. Ça doit être incroyable, ça doit être épuisant, mais... C'est terrible, c'est terrible. C'est vraiment une angoisse. Mais
En fait, moi, j'ai toujours un gros affect pour les salons parce que j'aime trop ce truc d'adrénaline pure où tu t'es toujours en train de faire un truc, ton corps, il en peut plus, tu sens plus tes jambes ni rien. Mais en fait, au bout de genre 3-4 jours, quand c'est fini, en fait, tu l'as fait. Et genre, tu sais, t'as un peu cette satisfaction de te dire « Ouais, c'était horrible, mais en fait, je suis encore vivante. Mon corps a réussi à tenir. » Et franchement, j'ai rendu plein de gens contents parce que j'ai pu conseiller plein de trucs et c'était trop bien. Et Puis il y a un truc, je trouve, très collectif. Ouais, il y a une énorme solidarité. Dans le salon, là, du coup, nous, toutes les deux, on habite à Montpellier. À Montpellier, on a la Comédie du Livre. Et moi, je l'ai faite 2 ans en tant que bénévole sur le salon avec la mairie. Et ensuite, je l'ai faite en tant que libraire. Et c'est épuisant, c'est hyper stressant. Tu dois courir partout, il se passe plein de choses en même temps, mais tu as vraiment ce truc de collectif où tu es là, que ce soit avec tes collègues, avec même parfois, si ça se passe bien, avec les librairies autour, on est tous dans la même merde. Tu le sais. Et il y a vraiment ce truc collectif qui te porte. Et une fois que tu l'as fait, t'es trop content. C'est ça, c'est exactement ça. Et ça, c'est hyper addictif. Enfin, je trouve que c'est hyper addictif comme ambiance, comme truc. Et c'est un truc qu'on retrouve moins forcément après en librairie classique. Mais ça fait partie clairement dans mon choix, ça a clairement pesé à me dire, mais en fait... j'adore ce côté-là, alors que justement, je me dis non, mais je suis pas faite pour vendre des choses aux gens. Je suis pas une commerciale au sens un peu le sens requin, comme je disais un petit peu tout à l'heure. Typiquement, t'aurais pas pu être repris. Non, repris jamais de la vie. Ou alors peut-être un gentil repris dans une petite maison, une petite comment on dit, petite société de diffusion, mais genre repris pollen. Je veux bien être pré-pollen si vous voulez, mais sinon non, je repré Hachette. Non, typiquement, c'est pas trop mon délire. Du coup, on en arrive à un moment où on va dire maintenant t'es libraire. T'as fait tes études, t'as choisi la librairie, c'était délibéré, t'es devenu libraire. T'es passé par plusieurs types de librairies en plus. Plutôt des librairies indépendantes, t'as fait de la grande surface culturelle où le rythme est pas le même, les enjeux sont pas les mêmes, etc. Et du coup, est-ce que depuis toutes ces années en tant que libraire et à travers toutes ces différentes expériences, est-ce que ton rapport à la lecture, il a changé ? Oui, enfin... Clairement, en fait, à partir du moment, moi, où j'ai été au lycée, où j'ai fait L, déjà, ça m'avait cassé un truc avec la lecture parce que j'ai beaucoup de mal avec les lectures imposées. Ouais, je comprends. Donc, en vrai, moi, j'ai eu mon bac L un peu au talent parce que j'ai pas lu beaucoup d'œuvres, voire je les ai... Genre, moi, j'ai redoublé ma première, donc j'ai passé 2 bacs de français. Donc, le dernier, c'était sur Madame Bovary, il me semble. Je crois. Ouais. Et j'avais pas lu Madame Bovary, mais je l'ai fait parce que j'avais un peu écouté en cours et que je l'avais feuilleté quand même. T'as feuilleté, t'as lu les extraits qui étaient prévus. Mais j'ai jamais lu en entier, ni rien. Je le conseille pas, c'est très chiant. Ouais, je sais. En plus, c'est ça, c'est que je voyais mes camarades de classe qui lisaient et souffraient leur race et j'étais là, ben non, je veux pas faire ça en fait. Je suis pas là pour souffrir. Du coup, bravo d'avoir eu ton bac avec 19, merci. 19 en français sur un livre. J'ai 19 grâce à l'écrit d'invention. Hein. Ah. Vraiment, c'est ça qui m'a sauvée, mais toute ma vie. Donc... Alors que c'est fou parce que l'écrit d'invention, on part sur les études là, mais l'écrit d'invention au bac de français, tout le monde te dit surtout ne prends jamais ça. Sauf moi du coup, parce que mes profs vraiment me disaient, mais en écrit d'invention, dinguerie. Ce que je voulais dire, c'est qu'en écrit d'invention, j'étais bonne et j'ai tout perdu. Voilà, mais à l'époque, c'est comme tout. Si tu pratiques pas régulièrement, c'est des trucs que tu perds. Hein. Moi, je le vois aussi. J'écrivais des devoirs, que ce soit. Alors, au lycée, pas tant, parce que moi, ça a été compliqué le lycée, mais en fac et tout. Des fois, tu retombes sur des trucs. Que t'as écrit, tu fais wow, mais comment j'étais intelligente, incroyable. Et tu perds. Et j'écrivais vachement de critiques, de revues sur les films que je voyais, les séries, les bouquins, etc. J'ai eu je sais pas combien de blogs avant l'avènement d'Instagram et tout. Et j'écrivais vachement de trucs. Et aujourd'hui, putain, faire une critique de bouquins sur Instagram, c'est dur. Ouais.
Ouais, on sent qu'on a régressé quand même. Ouais. Bon, je pense que c'est aussi lié au fait qu'on nous abrutit avec des reels, mais Ouais. je pense Je que préfère ça ton joue explication beaucoup. parce que moi j'allais dire c'est l'âge, mais c'est mieux. Mais aussi on vieillit, mais en plus ça nous aide vraiment pas, je pense, de... Ouais, on est juste là à fixer des trucs de 3 secondes, là. Non, Ouais. ça va pas. Mais du coup, ouais, donc c'est depuis le bac et la lecture imposée au lycée que du coup ça a cassé un petit peu un truc Ouais. au niveau de la lecture. Je pense que ouais, déjà à l'époque, ouais, ça m'a un peu cassé le truc aussi de... En L, t'avais aussi ce truc de... Il faut lire justement de la vraie littérature, et tout ce qui était à côté, c'était un peu de la daube. Moi, j'avais essayé quand même de recaser des trucs de genre quand on avait eu la session sur la réécriture aussi au lycée et tout, et j'étais en mode, bah, la réécriture, enfin, ça rentre complètement dans le domaine de la fanfic et tout ça, enfin voilà, j'étais assez intéressée par tout ça. Et puis après, ben, du coup, quand on est rentré, quand je suis rentrée à l'IUT, il y avait toujours cette continuité un peu de la vraie littérature versus les littératures de genre. Ouais. Il commençait à y avoir quand même un intérêt pour les littératures de genre, en mode, on voit bien que c'est un rayon qui est en plein essor, qu'il y a des choses qui se passent, mais il fallait quand même lire voilà, les grands auteurs classiques français, et le reste, c'était un petit peu à côté. Donc voilà, bah après on a quand même eu des cours de BD, ça c'était trop cool. Enfin, des cours de BD. Ouais, bah juste on nous présentait des BD, on nous disait voilà l'histoire de la BD, etc. Donc ça c'était super cool. On a eu aussi du coup cours de science-fiction, fantasy, fantastique pour avoir un peu des bases en fait. Donc ça c'était trop cool par contre à l'UT, c'est que t'avais quand même plein de bases dans plein de domaines différents. On avait étudié le livre jeunesse, le livre pratique, enfin voilà, donc il y avait plein de pôles comme ça qu'on a étudié, et donc c'était très chouette. Mais c'est vrai que dès qu'il y avait une lecture imposée, moi j'ai jamais réussi. Ouais, donc typiquement, ça me bloquait un peu parce que du coup, comme j'avais une lecture imposée, je lisais pas des trucs plaisir parce que je me disais non, si je lis, il faut que je lise le truc imposé. Ouais, il faut le lire. Du coup, ça créait un petit marasme de culpabilité, alors que en vrai, j'aurais juste dû lire mes trucs tranquilles et puis de faire tant pis pour les trucs imposés. Quoi. J'allais dire, je relate complètement. Tu relates. Je relate à fond, mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire, parce que moi, pareil, dès que c'est imposé, je veux plus. Je veux plus, ça m'intéresse plus. C'est ça. Et même aller à la bibliothèque et emprunter des livres à la bibliothèque, moi aussi. J'y arrive pas. Moi aussi. Parce que ça veut dire que celui-là, il faut le lire dans le mois où j'ai le droit d'avoir chez moi, et ensuite il faut le rendre. Mais du coup, j'ai plus envie. Oui, pareil. Voilà. C'est le mode reader. C'est ça, exactement. Et en vrai, quand j'avais lu la définition, je sais plus quand, je m'étais dit, oh, mais c'est exactement ça. En fait, moi, je peux pas lire si on m'impose des conditions autour de la lecture, je suis là, ben non. J'ai l'impression que ça change un petit peu des fois pour certains trucs, mais c'est pas évident. Ouais. Donc, lecture un peu moins plaisir. Qui est devenu plus en mode pour le travail il faut que je lise ça, il faut avoir des connaissances là-dessus. Après un peu comme pour le bac, je m'en suis toujours un peu sortie en disant t'inquiète frère. T'inquiète, il est bien. Si c'est bien, si c'est bien. Non, après voilà, il y avait comme, je me base sur des choses que j'ai lues, par exemple pour un auteur, pour savoir si je peux le conseiller à telle ou telle personne et tout ça. Quand même, je pars pas sur du vide pur non plus. Non, bien sûr, t'as toujours, de toute façon, ça fait partie du métier de libraire où c'est physiquement impossible de tout lire de toute façon. Sauf rares cas très exceptionnels de personnes qui lisent à une vitesse surhumaine. On pense notamment à Mélanie, lit à livre sur Instagram. Le nom flottait là aussi. Mais qui est d'ailleurs très impressionnante de ce côté-là. Elle lit à une vitesse et elle peut tout lire, et du coup on est jaloux. Oui, du coup, quand tu peux pas tout lire parce que c'est physiquement impossible, il y a forcément un moment où tu te bases sur le résumé, sur ce que le représentant t'en a présenté, comment il t'a présenté le livre, de quoi ça parle, quels étaient les enjeux, etc. Et donc, c'est un peu de la brasse parfois, mais ça fait, parce que mine de rien, les libraires, c'est aussi des vendeurs et des commerçants. Et donc, tu connais ton produit,
autant que faire se peut, et tu le vends et tu le proposes comme ça, sans avoir forcément lu de A à Z. Moi, j'avais une petite technique qui n'a pas duré très longtemps parce que ça me frustrait beaucoup, mais je lisais les 100 premières pages pour avoir une idée du style, du genre, de où ça pouvait aller, etc. Ce qui peut être piégeux du coup, parce qu'il y a plein de bouquins où ça commence trop bien. Et genre le dernier chapitre il te gâche tout ou quoi, et genre ça c'est un truc assez terrible qui fait que du coup maintenant je fais plus trop ça de conseiller des livres que j'ai pas terminés, ou alors je le dis à la personne. Maintenant je suis beaucoup dans l'honnêteté. Je dis à la personne, je l'ai pas lu celui-là, ou je l'ai pas fini, ou voilà. Et comme ça, déjà, je trouve que ça rétablit quand même une relation de confiance avec la personne, parce que la cliente ou le client va pas se dire genre elle vend ça parce qu'il faut le vendre, quoi. Quand je dis non, je l'ai pas terminé, celui-là j'ai pas réussi à rentrer dedans, mais peut-être que ça pourrait vous plaire parce que X ou Y raison. Je trouve que ça crée des bases plus saines en fait avec la personne en face, quoi. Mais ouais, je suis assez d'accord. Moi pour le coup, j'étais dans une grosse librairie généraliste sur lesquels tous les rayons étaient au même niveau, et on pouvait nous poser des questions sur d'autres rayons que les nôtres. Et typiquement, je préférais toujours dire à la personne, alors ça, c'est pas mon rayon. Du coup, j'ai moins de connaissances que ma collègue qui s'en occupe habituellement. Mais venez, on va regarder ensemble, on va chercher ensemble, et on va essayer de trouver quelque chose qui correspond à ce que vous cherchez. Et je trouve que dès que tu le présentes comme ça, la personne est beaucoup plus ouverte au fait que tu vas faire de ton mieux pour l'aider à vraiment trouver quelque chose, plutôt que de l'enfumer sur ah mais si, mais ça, bien sûr, c'est incroyable, vraiment, celui-là, prenez-le. Et dès qu'elle creuse un petit peu, t'as plus rien, parce que en fait tu sais absolument pas de quoi tu parles. Et je trouve ça presque malhonnête. Après, du coup, c'est pas du tout dans ma nature de faire des choses comme ça. Mais je préfère présenter la chose à la personne, quitte à des fois ce que la personne me dise, écoutez, si ça vous embête pas, là c'est pour quelque chose de très précis, donc je préfère attendre que votre collègue revienne. Mais il y a aucun problème. Ah oui, pareil, moi non plus je le prends pas mal. Si la personne se dit en vrai merci, mais en vrai je pense que je vais plutôt attendre que voilà, votre collègue soit là, que voilà, c'est pas un échec en soi, tu vois, genre c'est juste que c'est pas ton rayon, c'est pas tes connaissances, enfin tu peux pas non plus faire des miracles. Et en vrai, des fois dans pas mal de situations, vaut mieux éviter de vendre des bouquins à l'aveugle, parce que juste du coup, moi je préfère dire que j'ai pas la connaissance, et plutôt ce côté-là du rayon, rester éloigné, parce que je peux pas vous garantir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais je trouve que le côté être honnête et présenter les choses comme ça à la personne, c'est et puis en général, du coup, les gens souvent le prennent bien. Ah oui, d'accord, il y a pas de souci, ok, allons-y. Oui, c'est ça, en fait, il y a pas de gêne. Que des fois, quand t'essayes de les enfumer, ils le sentent. Ouais, ça se sent. Ça, c'est des trucs qui arrivent souvent au début de carrière, je pense, où t'essayes d'impressionner un peu, et en fait, ça se voit de suite. Je pense. En fait, souvent, tu te retrouves face à un client qui va te poser une question et va dire, ah, mais du coup, ce personnage, tu sais, t'es là. Non, mais je me souviens plus, ça fait longtemps que je l'ai lu. Et c'est là, bon, ok, très bien, et c'est dommage, en fait. Aujourd'hui, si je devais te demander, qu'est-ce que ta session de lecture idéale ? Est-ce que quand tu te dis, allez, je vais lire, est-ce que tu t'imagines, si je pouvais lire dans ce contexte, dans cet endroit, avec cette atmosphère, qu'est-ce qui te vient à l'esprit ? C'est marrant, parce que c'est hier parfaitement où je me suis dit, mais là c'est idéal, c'est vraiment genre, c'est comme ça que je veux lire. Et d'ailleurs, j'ai lu une BD en entier. Incroyable. Vrai libraire ou quoi. J'ai lu La langue des vipères de Juliette Brocal. Ça a l'air si beau. Incroyable. Très très bien. Je l'ai vu passer sur le site de l'éditeur, c'est publié chez Rue de Sèvres, si je dis pas de bêtises. Et j'ai vu les couvertures, alors t'en as fait des stories aussi, il y a eu une édition... Il y a une édition collector qui avait été faite par Kickstarter ou Ulule, je sais plus lequel, et qui est magnifique. Et ça avait l'air beau, et même la version... Mais la version normale est tout à fait incroyable. Et vraiment très très belle, ils ont fait un trailer animé et tout. Non, c'est magnifique. Pardon, du coup... Bref, voilà. Donc tu lisais ça, donc, et t'as kiffé ton moment. Vraiment ça, que je me disais, mais en fait j'aimerais trop
c'est soit ça à chaque fois en fait. Donc moi c'est hyper simple en vrai, hein. Il me faut un temps idéal parfait, genre il fait pas trop chaud, pas trop froid. Ouais. Un petit peu plus chaud. Ouais. Un peu plus vers le chaud, mais voilà. Un peu plus que un peu que plus moins. C'est ça. Les fenêtres ouvertes. Okay. Avec genre le bruit extérieur, mais pas trop non plus, tu vois, genre dans le fond, tranquillement, un petit fond de gens qui vivent, quoi. Voilà. Pas, je sais pas, la police qui passe, ça c'est chiant. Mais sinon, oui, non, voilà, juste un petit fond de, tu vois qu'il y a de la vie à l'extérieur, les oiseaux qui chantent, tout ça, le soleil, il fait beau, et mon lit, parce que j'adore lire vraiment avachi comme une, voilà, et un thé. Moi, je bois tout le temps du thé. Vraiment, team thé aussi. Je consomme énormément de thé, c'est terrible. Et en ce moment, je suis à fond sur le Earl Grey déteiné de chez Kousmiti. Ok. Parce que du coup, je peux en boire des litres sans avoir de problème la journée. Parce que j'ai presque 30 ans, donc il faut pas déconner. Mais sinon, après, j'adore tout plein de thés différents. Ça dépend toujours du mood. Mais une tasse de thé bien chaude, un bouquin et du confort. Et juste... Justement, en fait, c'est ça que j'aime bien dans le fait qu'il fasse pas trop chaud, pas trop froid. J'ai pas besoin de couverture, de plaid, etc. Je sais qu'il y a plein de gens qui adorent lire avec des plaids. Il me semble que tu en fais partie. Tout à fait. Absolument. Et moi, j'aime pas trop. J'aime bien être libre de mes mouvements. Et voilà. J'ai pas d'animal, donc je sais pas s'il faut absolument que j'ai un chat ou pas sur les genoux, mais ça, voilà. Après, ça peut être un plus. Ça peut être un plus. Voilà. Si t'aimes bien les chats de base, potentiellement, ça peut être un petit truc, un petit add-on. Ouais. Après, les chats, ils aiment bien se mettre sur la BD pendant que t'es en train de la lire. Et du coup, t'arrives plus à lire après et t'es là, bon, d'accord, je vais caresser ce chat et tu ne lis plus. Ça ne va pas. Ah oui, et aussi très important, le téléphone très loin. Très loin. Oui. Pas du tout notif, pas du tout de... Voilà, j'avoue que pas de bruit électronique. J'essaye de pas lire avec mon téléphone à côté parce qu'en fait, sinon, le téléphone prend toute mon attention et c'est terminé. Ouais, dit qu'il s'allume un peu, même si c'est la notification pour la météo, bim, t'as le regard. Mais de toute façon, moi, j'ai toutes mes notifs qui sont éteintes sur mon téléphone. Okay. J'ai pas de notifs par SMS, quoi, mais sinon, Insta, tout ça, c'est désactivé parce que c'est insupportable. Donc, section de lecture idéale, finalement, le plaisir des choses simples. Ouais, et je me suis rendu compte que j'aimais bien lire en après-midi, ce qui est chiant quand tu travailles. Parce que vraiment, j'aime trop ce truc de... Ouais, juste, il fait bon. Oui, parce que toi, t'aimes bien quand il fait bon, bien la lumière l'après-midi. Ouais, j'aime bien la lumière aussi, c'est pas mal. Pour lire, c'est pratique aussi. Mais parce que la nuit, ça a tendance à un peu me déprimer. Je sais pas, je lis aussi le soir, la nuit et tout. Bon, des fois, t'as pas le choix de toute façon, mais j'aime bien ce truc de pouvoir lire en journée, en fait. Parce que ça veut dire que ta journée est tranquille. Ouais. Je pense que c'est associé à plein de trucs positifs de lire en journée, au calme. Et voilà. Après, j'ai pas nécessairement de snack, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien avoir leur petit chocolat ou quoi. Moi, non. J'ai juste besoin d'hydratation. Vraiment le thé. Des pauses pipi pour agrémenter les chapitres. Avec le thé. Voilà, c'est ça. Mais sinon, pas plus, quoi. Ouais. Donc, moi, je me suis rendu compte sur le tard que j'aimais beaucoup lire le matin. Et moi Sauf que je ne suis pas du matin. Et donc c'est un problème. C'est ça qui est compliqué. Genre le matin à 11h30. Mais en fait, parce que pendant très très longtemps, en fait, j'ai toujours lu le soir avant de me coucher. Ouais, c'est vrai que c'est un peu un truc qu'on a... je sais pas. C'était un peu... Alors, tu sais, les week-ends, oui, tu lis l'après-midi ou quoi. Mais moi, en fait, je me suis mise à lire, entre guillemets, beaucoup, quand j'étais à la fac, donc assez tard. Pour pallier mon très très gros stress. D'accord, ouais. Je faisais des insomnies, je dormais pas, etc. Et je me suis mise à lire le soir en coupant mes écrans vers 22h à peu près, en m'installant dans mon lit et en lisant jusqu'à ce que mes yeux me disent vraiment là c'est plus possible. Ouais. Et on parlait tout à l'heure là de la dégénérescence programmée de nos cerveaux. Oui. Je pouvais lire 1 heure voire 2 heures. Ouais. Et parfois des choses en anglais très compliquées. Genre, j'ai lu Le problème à 3 corps en anglais. Waouh! Le soir avant de me coucher. Incroyable. Aujourd'hui, je pense que je suis incapable de faire ça. Même Le problème à 3 corps en français avant de me coucher, ça, je suis pas sûre. Tu m'étonnes. Mais du coup, voilà, j'ai beaucoup lu le soir. Et c'est en
en travaillant en fait et en ayant des horaires un peu décalés quand je faisais du midi 20h par exemple, ou 11-19 ou peu importe, me rendre compte que le matin j'aimais bien ce moment de zen avant d'aller travailler où habituellement, malheureusement comme beaucoup de gens je pense, tu te lèves et tu regardes ton téléphone. Ouais. Et tu vas sur Instagram et tout, et ça m'empêche pas, je le fais toujours, hein. Mais je me suis rendu compte à ce moment-là que lire le matin et commencer ma journée comme ça, de façon tranquille, avec mon thé, mon petit-déj, avec la lumière du matin. Oui. C'était hyper agréable. Je prends pas le temps de le faire parce que maintenant j'ai des horaires un peu plus classiques. Un peu plus classiques où je dois me lever tôt et commencer à travailler tôt. Du coup, j'ai pas la foi de me lever, je sais pas, à 5h du matin. Ouais. Pour pouvoir lire en plus encore à 5h du matin. Non, en plus déjà il fait pas jour, donc finalement ça, le côté lumière que j'aime bien, lumière du matin que j'aime bien ne fonctionne pas. Mais ouais, j'ai pas la foi de faire ça. Non, je comprends. Mais moi, là, depuis Enfin, en fait, c'est un peu une de mes décisions de 2026. Je suis pas très résolution, machin, parce que je les tiens jamais. Mais ça, c'est une résolution qui, ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête. Et là, c'est vraiment mon truc de 2026. Moi, ça va être de partir du numérique, en fait. Ouais. Je veux plus trop être sur les réseaux sociaux. Je veux plus... En fait, je veux avoir un téléphone sans rien dedans, à part genre... Comme en 2003. Ouais, en fait, ça me manque. Ces périodes-là, où finalement il y avait du numérique, mais c'était un petit truc en plus dans ta vie. C'était pas ta vie totale. Oui, je comprends. Et moi, ça a pris vraiment une place dantesque en fait dans mon existence parce que j'ai eu des longues périodes de chômage, j'ai eu des problèmes de santé mentale qui ont fait que j'ai passé des journées complètes, des semaines complètes à juste être sur les réseaux sociaux. Et en fait, maintenant, je me dis, déjà, ça m'empêche de voir le temps passer. Genre, il y a vraiment des années complètes où je pense qu'elles ont été zappées parce que j'ai juste été sur les écrans. Alors que là, ces derniers temps, justement, je me force de plus en plus à poser mon téléphone, à le laisser loin, à plus rien, genre passer des journées complètes sans parler à personne et tout. Et en fait, je vois que les journées sont beaucoup plus agréables parce que je prends le temps de faire les choses. Justement, je peux lire un petit temps, puis après je me pose, puis après je fais ça. Et puis, en fait, je peux faire plein de choses de mes journées. Alors que quand je suis juste sur mon écran, je vois pas les heures passer et il est déjà le soir. Tu scrolles, et puis d'un coup, il y a 3 heures qui sont passées et tu comprends pas où elles sont parties, quoi. Et c'est déjà le soir et je suis là en mode bon, faut se coucher parce que demain au travail. Et c'est un peu dommage. Et en vrai, du coup, faudrait que j'essaye de le faire plus souvent le matin aussi. De pas regarder mon téléphone. Et alors, le problème, c'est qu'après, il faut pas être en retard au taf non plus. Mais un petit réveil en plus. Ouais, faudrait que j'essaye de voir comment je m'organise. Mais ces dernières semaines, je me remets vraiment à la lecture, mais comme un vrai plaisir, quoi. Parce que justement, je vire ce côté numérique et je reprends le goût du truc qui va un peu lentement, il se passe pas 1000 choses à la fois. J'ai pas 36 000 notifs, j'ai pas 46 000 musiques en même temps qui. Enfin voilà, et juste je suis là, je suis bien. Et moi je lis en silence aussi, à part le bruit extérieur, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont besoin de musique. Moi j'ai besoin de silence total, total, un petit fond quoi, mais c'est tout, comme tu disais, le bruit de la vie, c'est ça. Mais sinon c'est vrai que en fait la musique ça va plus me poser problème qu'autre chose. Moi je suis un peu comme toi aussi, plutôt bruit de la vie, ou moi mon kiff ultime c'est le bruit d'un feu de cheminée. Ouais, j'adore ça. Ouais. On vit dans le sud, du coup on n'a pas de cheminée. C'est peut-être pour ça qu'on aime autant ça. Peut-être. Après, je pense que quand même il y a une belle douceur, je pense, à avoir à passer des hivers avec un feu de cheminée. Moi, j'en avais un quand on avait un insert quand j'étais petite. Et c'est que des trop bons souvenirs. Mais ouais, du coup, je suis plus un peu comme toi. À une époque, il existait un site qui pouvait te faire des bruits d'ambiance personnalisés. Oui. Je me souviens. Je sais pas si je sais pas si c'est le même, mais où tu pouvais avec des curseurs choisir l'intensité du bruit et tout. Il était incroyable ce site. Je sais plus comment ça s'appelle. Et pareil, j'ai jamais retrouvé en fait. Je l'ai trouvé quelques fois et je l'ai utilisé quelques fois quand j'étais étudiante. Il me semble. Et après, plus jamais je l'ai retrouvé et je l'avais pas mis en favori et du coup, voilà. On va essayer. On va retourner. On va partir. À la recherche de ce site, mais je me souviens, il y avait un truc. De temps en temps, j'adorais me faire une session où je mettais un bruit de train. Oui, j'adore les bruits de train.
avec la pluie. Parfait. La pluie qui tape un petit peu sur les vitres. Moi aussi, je faisais ça pour m'endormir parce que j'avais de l'anxiété et en fait, ça me calmait de fou. Ouais, j'aimais trop ça. Ouais. Mais voilà, du coup, un petit peu de bruit d'ambiance, mais pareil, je suis pas trop. J'ai essayé de lire avec des trucs typiquement genre Lofi Girl. Ah non, j'y arrive pas. Ouais, moi non plus. C'est trop, je sais pas. Pourtant, c'est pas trop d'informations parce qu'il y a pas de parole ou quoi. Mais je sais pas. Ouais, je suis un peu comme toi. La musique, c'est pas mon. De musique, en fait, ça distrait trop le cerveau. Non, mais ouais, c'est vraiment en fonction des situations. Ouais. La lecture. Cheminée ou train. Ouais. Et après, si je dois m'occuper à faire autre chose, là peut-être je mets un podcast ou une Lofi Girl qui va me tenir compagnie. Ouais, moi j'écoute très peu de musique en fait dans ma vie de tous les jours. Je suis pas quelqu'un qui écoute de la musique. Et par contre, oui, des podcasts, des choses comme ça, c'est vrai, genre quand tu fais la vaisselle ou des trucs pas très passionnants. Ça, ou de temps en temps j'ai une période de livre audio, mais c'est très rare. J'ai l'impression, depuis tout à l'heure, on parle et tout, et je me dis, putain, avec Diane, on est la même personne. Mais oui, parce que j'ai vu ta story en plus où tu disais que t'avais des phases. Ouais. Et c'est ça, hein. Mais autant le podcast en fond, ça me dérange pas si je retiens pas tout et tout. Ouais. Mais le livre audio, ça me demande un effort de concentration qui est assez, qui est plus important. Oui. Et même des fois, il y a plusieurs années, je me dis, allez, pendant que tu cuisines, tu te mets un livre audio et tout, et en fait je sais plus ce qui se passe parce que je suis trop concentrée sur couper mes carottes. Tu vois, moi aussi, mon cerveau vraiment monotache le plus possible du monde. C'est terrible, vraiment. Non. Quand on parle de lecture, on fait souvent le distinguo littérature blanche générale et littérature de genre, et c'est des sujets qui reviennent souvent, mais on parle assez peu du format dans lequel on lit. Alors aujourd'hui, on a pléthore de choix. C'est clair. Le format originel étant le livre grand format, qui soit broché ou relié en fonction de l'époque. Ensuite est arrivé le poche. Là, il nous faudrait le caravansérail pour nous faire l'historique complet de l'histoire du livre de poche. Et puis après, il y a tout ce qui va être lecture numérique sur tablette, sur liseuse, le livre audio, etc. On en a parlé. Mais on s'est rendu compte, encore une fois, qu'on était la même personne il n'y a pas si longtemps, parce que on préfère toutes les deux lire en poche. Oui. Et pour le coup, on lit aussi toutes les deux beaucoup de littérature de genre. Ouais. Et le poche en littérature de genre, c'est pas si facile à trouver. Enfin, si, pour certains. Mais il y a des maisons d'édition d'imaginaire qui sont rarement publiées en poche derrière. C'est ça. Et du coup, du fait de notre métier actuel pour toi et passé pour moi, on a beaucoup reçu de services de presse. Ouais. Et donc, c'est au moment de la sortie des ouvrages, et c'est souvent du grand format. C'est bien, et du coup, c'est trop cool, et c'est un privilège de pouvoir les recevoir. Mais j'avoue qu'en confort de lecture, vraiment le poche, c'est vraiment ce que je préfère. Ouais. Mais moi aussi, vraiment, parce que déjà, moi, je me suis rendu compte il y a quelques années que j'adorais détruire mes livres. En fait, c'est ma façon d'aimer un livre, en fait, c'est de le détruire. C'est un peu terrible parce qu'il y a plein de gens qui supportent pas qu'il y ait la moindre trace sur leur livre et qui veulent pas on le voit en librairie et ils regardent tous les livres de la pile, il faut pas qu'il y ait un seul problème, etc. Une seule trace, un seul point corné. Mais moi, ça m'angoisse en fait. Si je dois lire un livre et que je dois faire attention à chaque fois que je tourne la page parce que oulala, peut-être qu'à tout moment je vais l'abîmer, etc. Du coup, j'ai plus envie de le lire. Alors je fais plus attention au BD, bien sûr, parce que c'est le format, ça veut. Oui, ça veut que t'en prennes soin. Voilà, c'est ça. Mais par contre, pour de la litté, clairement, j'adore avoir un livre, je peux corner les pages, je peux le retourner, le lire d'une seule main, enfin voilà, des trucs... parce que justement, je lis dans mon lit n'importe comment, je peux le trimballer dans mon sac, je suis pas quelqu'un de terriblement soigneux, donc j'aime bien justement le fait d'avoir un livre qui a vécu. Il faut qu'il soit à toi. C'est ça.
Et puis surtout, ouais, c'est vraiment à ça qu'on voit qu'il y a des livres que j'ai aimés quand j'étais jeune aussi. Ouais. C'est que ces livres, ils ont le dos complètement cassé, ils s'ouvrent tout seuls, ils ont des taches de thé. Enfin voilà, ils ont vécu, il y a quelque chose qui s'est passé, quoi. Il y a eu un avant et un après, à la fois pour moi et à la fois pour le livre. Et je trouve que c'est assez beau aussi. Après, bien sûr, hein, si vous faites ce que vous voulez, je peux pas vous shamer parce que vous prenez soin de vos livres non plus. Hein. Mais ouais, il y a ce truc dans l'absence de délicatesse que j'aime bien. Et non, clairement, le poche, je préfère aussi, je sais pas, parce que ouais, c'est un format aussi qu'on a moins peur d'abîmer, peut-être. Ouais. Parce que quand t'as un beau grand format, tu te dis, ah, quand même, c'est dommage, machin. Et moi, j'ai un truc, j'adore les livres souples. Oui, moi aussi. Mais si souples. Enfin, vraiment, en anglais, à un moment donné, je regardais énormément. Moi, j'ai commencé avec le booktube américain, anglais, etc. Et ils te parlaient des livres floppy. Oui. Oh, et ça, c'est ma passion. Vraiment, le livre floppy, où tu fais avec... J'adore, et c'est mes préférés à lire. On parlait des sagas et tout, mais les Folio Junior, etc. Enfin, c'était ça, en fait. Depuis quelques années, là, avec l'avènement de certains genres littéraires, et notamment la romance, la romantaisie, etc., on voit de plus en plus le goût et l'attrait pour l'édition collector. Et souvent, cette édition collector, elle est très belle, elle est reliée, elle est jaspée. Et moi, typiquement, c'est des choses dont je me fous complètement. Donc, c'est pour certains genres littéraires très spécifiques. On a vu là aussi depuis quelques années, notamment pour ce qu'ils appellent les éditions de Noël, certains éditeurs de littérature blanche qui ont essayé de faire des livres collector. Alors d'ailleurs, souvent, ça a été, je trouve c'est drôle de faire le parallèle, mais c'était des éditeurs de poche. C'est vrai. Qui ont voulu faire des éditions collector de certains de leurs plus grosses ventes, où d'un coup, le poche était relié, des fois avec des jaspages assez simples, où c'était juste une couleur. Et il y a vraiment ce retour et cette envie du beau livre qui va faire beau dans la bibliothèque. Et vraiment, typiquement, moi j'étais en librairie au moment de la sortie de Fourth Wing. Ah ouais. Et les gens voulaient absolument le relier collector, qui était un tirage limité, c'était compliqué. Et le brochet, ça les intéressait pas. Et ouais, moi typiquement, je suis pas du tout là-dedans, et je vais avoir tendance à vouloir attendre la sortie des livres en poche. Donc, comme on le disait, qui n'arrive pas systématiquement dans le monde de la littérature de genre, en tout cas science-fiction, fantasy, parce que le polar, je crois, a pas trop le même problème. Non, le polar, ça va. Il y a des fois, typiquement, alors là, je m'y remets un petit peu, mais ça faisait longtemps que je lisais plus de littérature blanche, et aujourd'hui, je vois des choses qui m'intéressent, mais je vais pas les acheter tout de suite. Ça me dérange pas d'attendre 1 an pour acheter le poche et pour mieux apprécier mon moment de lecture, parce qu'en plus, on va pas se mentir, avec les piles à lire qu'on a, que moi personnellement j'ai, c'est pas parce que je l'achète maintenant que je vais le lire maintenant. Donc je me suis fait avoir plusieurs fois. Oui, je l'achète maintenant, je veux absolument le lire, et puis une fois que le poche est sorti, je l'ai toujours pas lu, je me dis ah merde, j'aurais dû attendre le poche. Après, on a aussi parlé de certaines maisons d'édition d'imaginaire qui font essentiellement du grand format, mais du grand format broché, donc souple quand même, et qui sont hyper agréables à lire. Et là, pour moi, vraiment, les champions, c'est la Talente. Oui, clairement. Qui d'ailleurs ont une collection de poches maintenant. Qui viennent de sortir tout à fait une collection de poches. Qui est chouette. Qui est assez chouette. Moi, je suis un peu moins fan du côté brillant. Ok. Mais ça, c'est tout à fait personnel. Alors qu'on en a parlé tout à l'heure, toi, les paillettes, c'est ta vie. Mais après, leur collection de poches, pour le coup, j'étais déjà plus libraire quand elle a commencé à sortir, donc je l'ai pas vraiment eu en main. Et pour l'instant, tout ce qui est sorti en poche, c'était pas des titres qui me parlaient particulièrement ou que j'avais déjà lus. Du coup, c'est vrai que je suis pas trop allée vers ces titres-là pour l'instant, mais c'est très cool que la Talente fasse une collection de poche. Et notamment, ils ont commencé là, dans la deuxième vague de sortie, ils ont publié La planète des tout doux de John Scalzi. Que je vous conseille absolument, parce que John Scalzi, déjà, c'est génial. C'est presque de la cosy science-fiction. C'est vrai, maintenant que tu me dis, C'est humoristique, c'est léger, ça fait du bien. Après, il a des séries un peu plus sérieuses. La trilogie de l'interdépendance, ou alors la saga du Le vieil homme et la guerre, que j'adore aussi. Je dis ça pour nos amis libraires, petit tips. Si vous voulez faire commencer à lire vos clients du John Scalzi en fonction du client, parce que moi j'en ai eu beaucoup aussi, des gens qui te disent je ne lis qu'en poche. Ah ouais, t'as des gens qui... Ok. Mais peut-être parce que j'étais dans une librairie générale. Ouais, peut-être. Mais même quand j'étais en grande surface culturelle, je me souviens pas de ça. Du coup, moi j'adorais conseiller John Scalzi, mais des fois le côté grand format
peut un peu arrêter les gens. Et là, le fait qu'il commence à sortir du John Scalzi en poche, notamment là, en plus, La planète des tout douces, c'est un one-shot, c'est un tome unique, donc c'est trop cool. Et ça me fait peur aussi. Ouais. Et ça me fait bien plaisir. Je pense que j'aurais essayé d'en vendre des caisses si j'avais toujours été libraire. Et après, donc on disait, La Talente, ils ont des grands formats qui sont en réalité un peu du mi-format. Et ils ont, en fait, ils sont parfaits. Ils sont souples, ils sont agréables à lire, ils ont une typographie qui est hyper agréable, avec bien la bonne taille de caractère. Ils ont du papier un peu pas complètement blanc, un peu beige, qui agresse pas les yeux, parce que y a ça aussi des fois, quand les pages sont trop blanches, c'est pas agréable et tout. Et vraiment, quand tu les as en main et tout, ils sont trop agréables. Typiquement, là est sorti il y a 2 jours Bordure de Lucie Mosca, que je vois pile en face de moi. Oui, je le vois aussi. Et en fait, ça me fait... Alors déjà, parce que c'est une maison d'édition indépendante, donc ça me fait plaisir d'acheter leurs livres en grand format, mais aussi parce que vraiment, je kiffe l'objet, quoi. Ouais, je comprends. Non, mais c'est ça. Enfin, de toute façon, je crois que moi, ça revient toujours au fait que le poche, ça me fait moins peur de l'abîmer, ou même pareil pour les formats comme ça, souples et tout, j'ai moins peur de laisser ma trace, quoi. Ça paraît dégueu comme ça, mais voilà, c'est vrai que... en fait, il y a aussi ce truc d'esthétisation de la lecture qui a beaucoup parce que c'est Instagram et TikTok et tout ça, où en fait, finalement, les gens n'achètent. Enfin, j'ai l'impression, après, c'est peut-être. Faut pas hésiter à me tromper, mais les gens achètent les livres parce qu'ils sont beaux plus que parce que le contenu les intéresse. Je sais pas si. Parmi les gens qui ont toutes ces magnifiques bibliothèques avec tous les jaspages et tous les trucs, est-ce que vous avez lu tous ces livres-là ? Est-ce que ça vous plaît tant que ça ? Enfin, genre, est-ce que c'est vraiment le contenu qui vous fait kiffer, ou juste ce qui est ok, c'est parce qu'il est beau. L'objet livre qui est très beau, et genre il y a pas de souci avec ça, tu vois. Je veux dire, moi je suis la personne qui collectionne le plus de prints et j'en fais rien. Enfin, je sais pas, est-ce que ça... Enfin, puis voilà, pour moi un beau livre comme ça, j'avais eu en SP, comment il s'appelle ? C'est The Scholars, en anglais c'est Scholar quelque chose. The Raven Scholar. Ah oui, voilà. Et en français, ça donne La Voix éternelle, la disciple du corbeau. Oui, rien à voir. Enfin, disciple du corbeau, ça peut... Bref. Mais t'as vu, t'as dit corbeau, j'ai compris. Hein. Oui, tu as su. J'ai su. Vous savez, le livre avec un corbeau dessus, alors. C'est le super pouvoir du libraire, ça. C'est ça. Et donc, j'avais eu ça en SP. Et en fait, j'ai dit, il est très beau, j'adore. Mais je vais décider d'en avoir rien à foutre et de le lire comme je lis mes autres livres. Et alors déjà, c'est moins agréable quand même, parce que le truc est énorme. Tu l'as eu en SP relié, du coup ? SP relié, jaspage la totale, quoi, avec les rabats et compagnie. Ah ouais. Et du coup, forcément, il a très mal vécu. Il a très très mal vécu tout ça. La couverture, l'argenté, il a commencé à partir, etc. Et en vrai, je me suis dit oui, mais enfin voilà, on m'a envoyé le SP, je vais le lire, ça m'intéressait. Mais c'est vrai que du coup, c'est pas fait pour moi en fait. Et donc les gens qui lisent ça, je pense que c'est des gens qui lisent à un bureau, quoi. Ils peuvent pas lire tranquille dans leur lit ou quoi. Enfin, ça me paraît très. Déjà, c'est lourd. C'est lourd, mais oui, non, mais c'est ça, c'est que pour moi, c'est soit t'as un lutrin, soit t'as un bureau, mais tu peux pas... Moi, ça me fait un peu l'effet, c'est des livres qui sont faits pour être regardés. Oui. C'est des objets de déco que tu mets dans ta bibliothèque. Moi, j'ai pas le... Alors, voilà, encore une fois, c'est très personnel, et je pense que les gens qui les lisent ont pas du tout la même... qui les achètent et qui les lisent ont pas du tout la même vision. Mais pour moi, c'est des livres, voilà, qui sont faits pour être vus, mais c'est pas ceux que tu lis. C'est un peu comme les Pléiades, en fait. Les je Pléiades, pense qu'il y a un peu tellement chiant à lire. Pléiades pour les pauvres. Genre, oui, enfin 32 € le livre. Oui, mais les semi-pauvres, tu vois, parce que les Pléiades, c'est plus que 32 €. Oui, j'avoue. Mais oui, bien sûr, il a aussi un énorme budget, ces livres-là, jaspage et tout ça. Et à produire, c'est un budget, mais voilà, clairement, à la fin... Et d'ailleurs, pareil, le poche... c'est un truc aussi qui est là pour être accessible au plus grand monde. Mais c'était la démocratisation de la littérature. C'est ça. Accessible à tous, etc. Et puis t'as le côté pratique et de, littéralement, le mettre dans ta poche. Oui, bon, les poches de mec, pas les poches de femme. Oui, par contre, effectivement. Si t'essayes de mettre ça dans la poche de mon jean, là, ça rentre pas. Mais oui.
D'ailleurs, en parlant de poche, j'ai vu ça passer récemment sur Instagram. Les formats de poche, à proprement parler aux États-Unis, le mass market paperback est voué à disparaître. Ah ouais. Ouais, ils sont en train de les arrêter complètement. Waouh. Ouais, Ok. j'y pense parce que moi j'en ai quelques-uns. Du coup, à l'époque, il y a une dizaine d'années, je ne lisais qu'en anglais. Et tout ce qui était un peu classique de science-fiction, j'ai voulu les acheter dans ces éditions qui n'existent plus. Parce que, comme en France, il y a le côté couverture aussi. Donc quand c'est sorti dans les années 80, 70, etc., les couvertures sont, je trouve, beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus fun. Du coup, moi j'étais du genre, typiquement, peu importe que ce soit du poche ou le format, etc., moi, j'étais du genre à chercher, si je veux un livre, je regarde toutes les couvertures qui existent ou ont existé. Okay. Et ensuite, je passais des heures sur Internet, sur les sites d'occasion, pour trouver pile la couverture que je voulais. Okay. Moi, c'était ça, mon truc. Peu importe le format, mais c'était quand même souvent pour du poche. Typiquement, même aujourd'hui, pour certaines éditions de romans, de littérature générale ou pas, d'ailleurs. Si je trouve que dans les années 80 est parue une couverture que je trouve incroyable, je vais essayer d'acheter celle-là. Ouais, ok, je comprends. Et donc voilà, sur les mass market paperback américains, en tout cas, parce que c'est eux qui ont vraiment démocratisé le truc, ça n'existe pas tellement en Angleterre. En fait, ils vont disparaître complètement. Ils vont arrêter la production parce que c'est plus rentable en fait, les gens les achètent plus. Les Américains et les Anglais d'ailleurs, ils fonctionnent un peu pareil. Ils ont le bouquin qui sort d'abord en format relié, cartonné, qui coûte une blinde. Et 1 an, 2 ans après, va sortir une version brochée. Légèrement plus petite, mais ce que nous, du coup, en France, on appellerait quand même du grand format. C'est un peu du semi-format aussi. Ils ont un peu la même taille qu'un bouquin La Talente. Et là, ils sont souples. C'est vrai. Et pareil, je les trouve hyper agréables à lire, j'aime trop. Mais du coup, voilà, sur le sujet du livre de poche, typiquement, aux États-Unis, le livre de poche est en train de mourir. Ce que je trouve assez... c'est très triste. Après, aux États-Unis, l'état de la lecture, je sais pas comment ça se passe parce que je me souviens que les librairies subsistaient plus du tout. Déjà, il y a 10 ans, que c'était devenu vraiment très compliqué. Qu'il y avait plus de diversité non plus d'un point de vue éditorial. Enfin, que c'était vraiment... c'était très appauvri, quoi. Donc, c'est peut-être la suite logique, entre guillemets, de tout ça. Ouais, le monde du livre aux États-Unis est peut-être pas le même... J'ai pas la culture de ce milieu-là. Mais ouais, du coup, et je me dis qu'en France, ce serait quand même bien dommage. Ouais. Je pense pas. En vrai, en France, je pense pas. Parce que même ce renouveau et cet attrait pour le relié, le grand format, je pense que c'est pour un public très spécifique. Oui, je pense que ça va passer. Alors après, je peux me tromper, mais je pense honnêtement que c'est un petit effet de mode qui va durer quelques années. Avec les gens, voilà, mais une fois que tous les gens auront leur bibliothèque pleine de trucs et de jaspage, après ils vont faire bon. Peut-être on va changer de hobby et on va avoir un autre truc, tu vois. On est d'accord d'ailleurs que le jaspage, c'est quelque chose de très frustrant parce qu'une fois que tu l'as mis dans la bibliothèque, le bouquin, tu ne le vois pas. Mais les gens le rangent à jaspage. Ah oui, c'est vrai. Je vois beaucoup ça, les gens qui rangent leur bibliothèque à l'envers. Alors du coup, bravo à eux parce que moi je serais incapable de me souvenir des titres. Mais après c'est très joli, mais c'est vrai que c'est un peu chelou. Ou alors il faudrait des bibliothèques à 360 degrés là qui tournent et comme ça tu vois les livres toute leur couture. Des tourniquets à carte postale là, mais pour des bouquins. C'est ça. Et du coup, en te parlant, je me rends compte que donc j'aime le livre de poche, mais j'ai quand même ce côté un peu superficiel et matérialiste de la collectionniste, de je veux telle couverture. Ouais, non, moi pas du tout. En fait, en général, je vois un bouquin que je veux, je l'achète sans réfléchir spécialement au-delà. Juste, en fait, par exemple, des beaux livres Jaspé, machin, je peux en acheter si je sais que, par exemple, j'adore l'auteur ou l'autrice, je kiffe, genre Adrien Thomas, par exemple, il me semble que j'ai acheté le Mnemos édition anniversaire, là. Ouais. Voilà. Mais je sais que je vais pas le lire. Ah non, tu les as lus avant. C'est ça. Enfin, celui-là, je sais plus si je l'avais lu ou pas. Mais en tout cas. Mais Kita, tu te trouveras le poche pour le lire. Voilà, c'est ça, je préfère largement. Mais je vais l'acheter parce que c'est un geste un peu de. Bah, déjà, c'est un beau livre, je suis contente de l'avoir parce que voilà, que cet auteur, je l'aime bien. Voilà. C'est un moyen de soutenir aussi. C'est ça, c'est un moyen de marquer quelque chose, tu vois. Et si je veux me faire dédicacer un livre, autant prendre celui-là, tu vois. Ouais. Mais
Mais ouais, non, mais dans ma façon de consommer les livres, c'est clair que je vais pas du tout vers ça, quoi. Moi, je peux me faire avoir dans un truc d'occasion si je vois une couverture qui me fait marrer. Ouais. Mais c'est tout, je vais pas chercher plus loin. Moi, du coup, j'ai acheté un bouquin. La couverture est immonde. Mais vraiment, c'est le truc le plus moche que j'ai jamais vu. Mais je suis tombée dessus un jour chez Gibert. Et je me suis dit, mais en fait, il est tellement moche, il me le faut. Ouais. C'est obligé. Mais c'est ça. C'est comme quand tu vois un petit chien boiteux, il bave, il a les poils n'importe comment, il a un œil qui sort, et t'es là. J'ai un peu envie de l'avoir chez moi. Un peu envie de lui donner des croquettes. Ouais. Mais écoute, Diane, merci beaucoup d'avoir été mon premier cobaye, ma première invitée. Ça m'a fait hyper plaisir que tu me dises oui il y a genre 1 an. Ouais. Et j'ai mis un peu de temps. Oui, mais bon, ça va, on a fini par le faire. Merci à toi d'être venu. J'espère que tu as passé un bon moment. C'était super, j'ai passé un très très bon moment. Merci à toi de m'avoir invité. C'est cool, merci. Et j'ai adoré discuter un peu de tout ça. C'est très chill, très posé comme ambiance. Voilà, c'était l'idée d'avoir une conversation un peu posée pour parler tranquillement de lecture et de ce qui nous fait vibrer ou pas. Ouais. Et voilà. Et puis, écoute, j'ai hâte, si jamais tu as envie de continuer le projet, d'entendre un petit peu les autres gens, ce qu'ils ont à dire, leur rapport à la lecture. Je trouve ça toujours trop intéressant quand les gens racontent leur vie, donc voilà. J'aime bien aussi, c'était un peu l'idée du podcast de parler à des gens qui... j'espère, j'ai pas de liste d'invités pour l'instant, mais on sait jamais les copains. Attendez-vous à recevoir... petite invitation. Des petits messages là, je vais glisser dans vos DM pour parler à plein de gens différents avec des perspectives différentes sur la lecture, pour essayer de désacraliser un peu ce truc de la lecture, parce que des fois quand on parle de livres ça fait un peu peur aux gens et j'ai envie d'avoir des petites conversations tranquilles et chill sur ce sujet. Et voilà, maintenant que le podcast est potentiellement lancé, peut-être à très vite. Oui. Merci Diane, à bientôt. Merci à toi, à bientôt. Bisous.